Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui intéresse tous les proches aidants et qui est difficile à aborder. Au début de la maladie, c'est simple, le couple a un rythme de vie, l'un des deux est malade, c'est pas grave, c'est des toutes petites choses, des petits désordres, pas de problème. Alors l'autre vient tout de suite en aide pour rendre la vie confortable. Et c'est enrichissant. Le couple change de mode de fonctionnement. Le malade reçoit l'attention de son compagnon et le compagnon est très content de pouvoir faire ces actes-là. C'est une autre dimension de leur relation, c'est une autre dimension de l'amour, ça s'exprime autrement. Et je dirais presque que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a quand même une pointe d'angoisse qui arrive. Surtout à partir du moment où un diagnostic est posé. Je me souviens que quand le neurologue avait posé le diagnostic, ce n'était pas un ébranlement de notre relation et notre façon de vivre, mais par contre nous étions conscients tous les deux que notre relation avait une fin et que cette fin était dans les années à venir. Quand personne n'était capable de me le dire, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, peu importe, nous savions qu'il y avait une échéance et que cette échéance dépendait de l'évolution de la maladie. Une année passe, ça ne nous empêchait pas de vivre. On avait notre vie mondaine, on allait voyager, elle aimait beaucoup voyager, et puis on vivait. Si ce n'est qu'il y avait des effets de plus en plus visibles. Une amie me dit, tu sais, elle ralentit. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire exactement. Elle ralentit, c'est-à-dire qu'elle fait ses gestes beaucoup plus lentement. Oui, c'était pas encore catastrophique. Et puis, elle avait moins de force, elle pouvait moins marcher. Nous raccourcissions nos temps de marche. Oui, d'accord. Et puis, elle avait des difficultés avec le couvert, puis surtout, elle avait des difficultés pour trouver ses mots. Ça avait toujours été un peu, mais là, c'était de plus en plus probant. Les années passent, plus les signes handicapants se faisaient de plus en plus quotidiens, plus moi, je faisais d'efforts pour m'adapter. Toujours avec du retard, mais je faisais un effort. Et je sacrifiais des activités pour me consacrer à elle. Et que ce temps que je consacrais, je le trouvais tout à fait normal, mais en même temps, je faisais un effort et je puisais dans mes réserves. Je n'ai, vous voyez, pratiquement plus les amis. Les amis n'étaient pas tellement, enthousiastes pour aller voir une malade, donc je me trouvais de plus en plus seul. Bien sûr que j'ai trouvé des aides plus ou moins professionnelles, mais pour faire de la présence. Mais il n'empêche que j'étais de plus en plus actif dans cette relation, tant au niveau physique, il fallait que j'organise la maison, que je m'occupe du ménage, de la cuisine, de toutes ces choses que nous partageons à deux. Et en même temps, je la voyais souffrir, et à chaque fois que je la voyais souffrir, je prenais une décharge émotionnelle, physique, qui me mettait quelquefois par terre. Cette évolution, elle est insidieuse. Et si vous êtes proche aidant, vous n'allez pas vous en rendre compte. Parce que vous êtes concentré sur l'aide, parce que c'est normal, parce qu'il faut le faire et que pratiquement vous n'avez pas le choix. C'est toute votre histoire, toute mon histoire qui faisait que j'étais à aider de plus en plus souvent, de plus en plus important. En fait, je me retrouvais dans cette histoire du syndrome de la grenouille ébouillantée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Scientifiquement, je ne sais pas si c'est vrai, mais du moins, l'image éclaire tout à fait notre sujet. Vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau froide et vous y ajoutez une grenouille. La grenouille se trouve bien, l'eau est froide. Et vous mettez le feu sous la casserole. Tout petit, il ne faut pas que ce soit un changement rapide. Vous mettez tout petit. Bon, ben ça va. Puis la température monte. Oui, d'accord, la grenouille se trouve bien, c'est agréable. Puis ça monte. Ça commence à devenir désagréable. Enfin, on reste quand même, que vous voulez, c'est une illusion que l'eau chauffe, parce que la grenouille ne peut pas voir les différences lorsqu'elles sont à toute petite étape. C'est 0,2 degrés la progression. Et puis ça chauffe, elle a de plus en plus chaud, elle résiste à cette sensation, parce qu'elle garde la sensation de l'eau froide, donc elle dit non, ça n'a pas chauffé. Et brusquement, à 50 degrés, elle n'en peut plus, elle veut sortir, mais c'est trop tard. Elle ne peut plus sortir de là, et elle meurt ébouillantée. C'est à peu près la situation du proche aidant. Il s'est laissé piéger là-dedans, il s'en est pas rendu compte. Alors c'est vrai que de temps en temps, les infirmières disaient « mais prenez soin de vous ».
avec un ton plus ou moins alarmiste. Mais oui, je vais m'en occuper, je vais m'occuper de moi, mais j'ai pas le temps. Puis je ferai ça plus tard. Hein. Et puis c'est pas si grave que ça. Et puis je me débrouille tout seul, parce que ça aussi, c'est une des croyances de l'élan. J'ai pas besoin des autres pour être aidé. Moi, j'aide, mais j'ai pas besoin d'être aidé. Le résultat, c'est que l'épuisement devient de plus en plus visible. Les infirmiers, le médecin, les auxiliaires de vie voient que je suis épuisé et que je ne veux pas le reconnaître. Et les signes de l'épuisement, comment dire, j'ai plus d'énergie, je m'écroule le soir, je dors pas, et je peux pas dormir, parce que elle est la nuit, c'est difficile pour le malade ou pour la malade. Donc elle appelle, elle me dérange, mais j'y vais. Et puis il y a les toilettes. Et puis il faut faire des actes infirmiers. Il faut la changer parce que après elle ne pouvait plus aller évidemment aux toilettes. Je pouvais plus la porter. Donc on lui mettait des protections, mais les protections elles étaient trempées. Donc il fallait que je les change la nuit. Pas l'infirmière qui allait le faire en pleine nuit pour que ça soit confortable pour elle. Plein d'autres actes qui relèvent de l'infirmier et que je faisais parce que j'en avais la capacité. Et puis aussi que c'était tout à fait normal que je m'occupe de son corps. Donc l'effort permanent. Et en retour, rien. Parce qu'elle était de plus en plus dans sa solitude intérieure. J'avais de moins en moins de contact avec elle. Alors de temps en temps, c'est vrai, elle avait des petits mots tout à fait extraordinaires, des remerciements, un regard, un petit geste. Oui, elle reconnaissait tout ce qui était autour d'elle. Elle l'appréciait, elle disait merci, elle aussi. Mais c'était tellement peu souvent. C'était par petites franges. Et puis moi, j'étais complètement dans mon truc. Hein. Je disais, oui, c'est pas grave, oui, c'est normal. J'acceptais pas qu'elle me remercie. Peut-être un problème de bonhomme. Hein. J'avais du mal à accepter le remerciement. J'avais du mal aussi à accepter les compliments de ce que je faisais par les autres. Dire, ah oui, ce que vous faites, c'est bien, etc. Et j'ai compris pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, mais bien après. Mais pendant, non, j'étais dans l'action. Il fallait faire plein de choses. Et puis, c'était normal. Et puis, n'essayez pas de me remercier ou quoi que ce soit. Non. J'attendais autre chose que je n'avais pas, évidemment, parce qu'elle ne pouvait plus me parler normalement. Malgré tout, je raconte ce que j'ai vécu, mais il y a l'autre partie qu'il faut que je vous dise. C'est que j'avais quand même, avec elle, un long parcours, de longues habitudes sur un certain nombre de sujets. Et je ne me laissais pas entraîner totalement dans le processus de l'épuisement. Après les funérailles, je me suis écroulé. J'étais quand même épuisé. L'épuisement. Mais je ne savais pas à quel point je l'étais. Pourquoi ? Parce que l'effort était continu. Il était de 24 heures sur 24 et de plus en plus exigeant. Et en même temps, je ne pouvais pas le gérer puisque je ne connaissais pas la fin. Quelle que soit l'évolution, la dégradation de sa santé, je ne savais pas quand ça allait se terminer. Ça pouvait se terminer le lendemain, dans un mois ou encore dans un an. Donc il fallait que je fasse le maximum, coureur de fond, mais sans connaître l'arrivée. C'est ça qui est épuisant. Et la seule façon de m'en sortir, c'était de gérer au mieux ce qui se passait en moi. Et heureusement, avec elle, j'avais tellement fait des processus, des stages, qu'elle m'a entraîné dans des stages divers et variés pour savoir comment fonctionner, pour connaître l'être humain, pour savoir que l'être humain n'est pas tout à fait prisonnier de ses émotions et des situations. Et donc j'avais des outils à ma disposition pour prendre du recul. Mais qu'est-ce que c'était difficile en pleine action. C'est pas parce que je me mettais le matin à essayer de trouver un temps pour moi, ou le soir, avant de me coucher, de dire « Ok, je me détends, je respire, et je vois tout ce qui se passe, et j'essaye de me retrouver des énergies », que ça marchait. J'étais toujours en déficit. Je donnais plus que je ne pouvais donner. Fort de cette expérience aujourd'hui, je peux vous dire que néanmoins, tous ces défauts, la relation de couple a été transformée pendant cette épreuve, mais transformée en profondeur, parce que nous étions obligés, elle et moi, d'arriver au cœur de notre relation. Qu'est-ce qui faisait notre relation, notre essentiel de la relation? Et je disais, mais au cours de ce processus, les scories du couple, vous savez, tous ces petits non-dits, ces reproches, ces récriminations, ces plaintes, à l'autre, elle ne me donne pas ce que je veux, etc. Vous en avez sûrement plein, hein, ça, nous sommes tous pareils dans ce cas-là. Eh bien, ça tombait, elle tombait, parce qu'elle ne pouvait pas, elle était
elle était dépendante, elle était à ma merci, quelque part. Et ça, j'en parlerai de cette dimension. Mais en même temps, elle venait à l'essentiel. Et moi, je venais aussi à l'essentiel. Et cette relation qui s'épurait au fur et à mesure a fait que la fin a été belle. Les derniers mois, malgré son handicap, malgré le fait qu'elle soit pratiquement dans le coma, eh bien, il y avait des choses qui passaient. Il y avait une nouvelle relation qui se mettait en route. Et cette nouvelle relation, elle préparait l'avenir pour moi. Elle préparait la relation du futur. Là, je vous convie, si vous avez vraiment envie de vivre cette période de façon extraordinaire, si vous avez envie de faire le cadeau à votre époux ou à votre épouse, le cadeau d'une relation rénovée, pour qu'elle puisse partir en paix, peut-être avec le sourire. Voilà, prenez contact avec moi.